Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle table ronde qui a pour thème les nouvelles technos au service de la supply chain. Alors on a vu depuis un certain nombre d'années maintenant des startups, des sociétés arriver sur le marché de la supply chain, des nouvelles technos envahir un petit peu et bousculer les habitudes. On va voir aujourd'hui à travers cette table ronde comment ces nouvelles technos s'invitent donc dans les organisations supply chain et en quoi elles vont changer peut-être les organisations qui sont mise en place. Pour en parler, donc, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Linda Merck. Vous êtes directrice commerciale France de la société Abi. Benjamin de Butey, qui est donc le cofondateur de la société DC Brain. Cédric Hervé, vous êtes directeur, on vous a accueilli récemment, directeur scientifique et cofondateur de la société Cardinal. Et enfin Patrick Remord, Head of Supply Chain Consulting de JLL France. Vous êtes donc à la fois consultant, mais aussi apporteur d'idées nouvelles, dont on en parlera tout à l'heure. Précisément, Patrick, en tant que consultant, en quoi les nouvelles technos viennent aujourd'hui bousculer les organisations supply chain ? Je crois les nouvelles technologies, elles permettent d'atteindre l'agilité. L'agilité, pendant longtemps, supply chain, c'était plus un vœu pieux qu'une réalité quotidienne. Et les nouvelles technologies d'aujourd'hui, elles nous permettent de gagner d'abord en productivité dans nos entrepôts et derrière en capacité de management et de réactivité à des données qui changent tous les jours. Ce qui est fabuleux dans ce métier, c'est qu'on a un métier qui est fait d'aléas. Et donc, au quotidien, les supply chain managers gèrent des projets stratégiques, mais en même temps doivent faire face à des aléas. Et aujourd'hui, la technologie nous aide à réagir en face des aléas et permet également des meilleures décisions stratégiques. Donc on coche énormément de cases avec la technologie. On vit vraiment une époque formidable. Donc merci pour cette introduction. Je vais vous demander de bien vouloir vous présenter de façon à ce que les gens qui nous regardent sachent précisément qui vous êtes et quelle société vous représentez, en commençant peut-être par Linda. Merci. Oui, donc moi je suis Linda Merck, vous l'avez dit, directrice commerciale pour Abi France. Donc Abi, on est éditeur de logiciels et on fournit des solutions de digital intelligence. Ça veut dire qu'on va aider nos clients à digitaliser leurs processus, automatiser le traitement de certaines tâches à faible valeur ajoutée et leur permettre aussi d'exploiter la donnée pour pouvoir suivre ces processus et pouvoir les analyser, les superviser et donc les optimiser. Donc Abi, ça fait 30 ans qu'on existe, on est présent dans 14 pays aujourd'hui et on compte plus de 5000 clients dans le monde à travers différentes industries, que ce soit la banque, l'assurance, mais également transport et logistique et la supply chain. Plus récemment, sans doute, que dans les... Enfin, vous êtes arrivé dans ce secteur, je dirais, plus récemment, peut-être que dans l'industrie, où vous étiez déjà présent depuis 30 ans. Oui, tout à fait. Et on va dire que ça fait 4-5 ans qu'on est dans le monde de la supply chain. Aujourd'hui, on compte de très grands clients, quelques DHL, Kuehne+Nagel, avec qui on travaille justement dans l'optimisation de leur supply chain à l'échelle mondiale, avec par exemple 80 sites chez Kuehne+Nagel. D'accord. On reviendra tout à l'heure en détail sur ce que vous faites. Oui. Cédric, donc Cardinal. Donc Cardinal, déjà Cédric Hervé, donc moi j'ai cofondé Cardinal avec mes associés il y a maintenant 5 ans, en 2015 à peu près. Moi, pour moi-même, donc je suis titulaire d'un doctorat en mathématiques appliquées et chez Cardinal, on s'occupe de construire en fait une plateforme SaaS d'optimisation de la logistique, plutôt sur le dernier kilomètre. On va être capable de traiter les problématiques vraiment d'optimisation de tournée très opérationnelle au jour le jour et de remonter la chaîne un peu aussi jusqu'à une optimisation plus tactique, à une vision 3 mois quand on cherche à dimensionner son réseau très local, son agence, etc. Donc aujourd'hui, Cardinal, c'est encore une jeune pousse, j'ai envie de dire. On a une vingtaine de collaborateurs sur Paris et quelques clients principalement français, même si on commence à s'étendre en Europe également. D'accord, merci. Benjamin ? Benjamin de Butey, DC Brain. Donc moi je suis un des cofondateurs de DC Brain. Chez DC Brain, on produit une plateforme SaaS d'optimisation de flux pour les opérateurs, les prestataires logistiques. On travaille avec des transporteurs ou avec des prestataires intralogistiques pour optimiser l'ensemble des flux, que ce soit sur la partie middle mile, donc on est complètement complémentaire de Cardinal, ou que ce soit l'ensemble des flux dans les entrepôts. Aujourd'hui, on est aussi une petite structure, on est une trentaine d'employés. D'ailleurs, on va doubler la taille d'effectifs d'ici 1 an. Et on travaille en France et à l'international avec des gens comme Steph ou Daher pour aller optimiser au final leur empreinte environnementale, leur coût de transport, leur coût intralogistique.
DC Brain, ça fait référence à l'intelligence artificielle, j'imagine que c'est un petit Voilà. peu le cœur du réacteur. Le cœur du réacteur, il est basé sur un mix entre des jumeaux numériques sur lequel on va greffer des modules d'optimisation liés à l'intelligence artificielle. Bon, l'intelligence artificielle, c'est un terme assez vague, assez large. Peut-être pas rentrer dans la techno aujourd'hui. Mais au final, ce qu'il faut retenir, c'est que ces technologies, aujourd'hui, elles sont matures, elles sont mûres pour être industrialisables dans le monde de la supply chain. Et on aide vraiment les opérateurs de la supply chain à faire face à ce monde rempli d'aléas de plus en plus. Donc ces gens-là ont besoin d'être plus agiles, plus flexibles. Et c'est grâce à ces technos qu'ils arrivent à le faire. Merci Patrick. Alors moi, je suis Patrick Remord. Je dirige la pratique Supply Chain Consulting et Logistic Solutions chez JLL. JLL, c'est une vieille dame qui a été fondée avant la Révolution française en Angleterre. Oh. Donc il y a quelques siècles d'histoire. C'était John Slang, la salle. Hein, Alors ça a été John Slang Wooton. Ouais. Et donc aujourd'hui, c'est un des leaders mondiaux du conseil en immobilier d'entreprise. Et on a une entreprise de service qui s'intéresse à tout ce qui tourne autour de l'immobilier d'entreprise. Et en ce qui me concerne, on a une équipe d'une centaine de personnes chez JLL en France qui touchent, qui rêvent, qui dorent supply chain industrielle et logistique tous les jours dans des métiers très divers, donc des consultants en supply chain, mais aussi des consultants en construction pour aider la construction de l'immeuble, aussi des gens en informatique pour implémenter des systèmes automatisés, également des gens dans la finance. Donc on essaye d'agglomérer en fait tous les services pour accompagner nos clients de la définition de leur stratégie. On est moins middle mile, on est plus sur des points d'ancrage forts du réseau, et donc on réfléchit à où les positionner, combien en faut-il, comment les exploiter, et ensuite on accompagne nos clients jusqu'à l'implémentation des solutions avec bien sûr, si on peut, la partie immobilière qui est le cœur de notre activité. Oui. Vous êtes d'ailleurs un des rares acteurs immobiliers à vous être adjoint une activité supply chain, de conseil en supply chain. J'aime dire qu'on a montré la voie. Oui. On fait ça depuis 20 ans aux États-Unis. On l'a fait un peu plus tard en France. Ça fait 7 ans que moi j'ai vendu ma société. J'étais comme vous, j'ai été cofondateur. Maintenant j'ai ma petite boîte dans la grande. GCL. Voilà, GCL. Je suis resté maintenant, on appelle ça comment ? Intrapreneur et non plus entrepreneur. Très bien, merci. Alors dans la petite introduction de Patrick, l'agilité a été évoquée. Est-ce que c'est un mot aussi sur lequel vous souhaitez réagir ? Agilité, réactivité, visibilité aussi peut-être. Comment vous voyez, enfin, si vous aviez un mot qui vous vient à l'esprit pour définir justement ce que les nouvelles technos apportent aujourd'hui à la supply chain, ça serait lequel ? Oui, alors je rejoins, l'agilité, c'est clé parce que en fonction de l'environnement, vous allez voir soit vous focaliser sur les réductions des coûts à un moment donné, ou être efficace ou efficient, c'est deux choses un peu différentes. Donc effectivement, les technologies, elles ont plusieurs objectifs, soit d'apporter une chose qu'on ne savait pas faire avant. D'accord. Typiquement, l'IoT va permettre de pouvoir monitorer ce qui se passe dans les entrepôts, par exemple, ou pouvoir automatiser ce qu'on faisait déjà de manière manuelle et qui a très faible valeur ajoutée. Donc là, nous, on se focalise beaucoup sur ce type d'action, c'est-à-dire on aide nos clients à réduire des tâches qui sont à faible valeur ajoutée et donc libérer du temps. Et quand on libère du temps de ces ressources, ça leur permet de prendre des décisions, d'être plus agiles et d'être plus réactifs au lieu d'être plutôt transactionnels et d'être plus proactifs dans leur travail. Oui, Cédric, oui. Je suis assez d'accord avec ça, effectivement. Nous, on distingue vraiment de use case, d'application de la technologie, de l'IA au sens large, mais vraiment de la technologie en supply. Il va vraiment y avoir l'automatisation de ce que vous disiez, Linda, c'est-à-dire la faible valeur ajoutée, des choses qui sont faites de manière manuelle, et où vraiment la techno amène une capacité d'automatisation H24 tout le temps, avec plus de précision, moins d'erreurs. Et puis il y a aussi tout un pan de la décision en supply qui est vraiment de la décision humaine à très haute valeur ajoutée. On a coutume de voir, nous, des opérateurs gérer chaque jour à l'échelle d'une année, pour des millions d'euros en fait, de coûts de transport, etc. Et c'est laissé dans la main de personnes qui sont quelque part un peu démunies, qui ne sont pas forcément outillées pour gérer ça. Et donc là, on est vraiment sur de la décision à très haute valeur ajoutée, et la techno peut vraiment amener de l'aide à la décision à ce niveau-là. Faut bien, par contre, ne pas se tromper de use case, c'est-à-dire que l'automatisation doit s'arrêter là où commence vraiment l'intelligence humaine, et nous, on y est très fortement confrontés quand on amène une techno d'optimisation, et je pense que ça doit être assez similaire chez DC Brain, c'est-à-dire que à partir du moment où on amène une machine capable de suggérer des décisions, on peut être tenté de passer le pas de quelque part retirer l'humain de la boucle pour que la machine décide, parce qu'elle va le faire tout le temps mieux, etc. Et c'est pas le cas en pratique. On a vraiment besoin, sur ces use cases un peu haut niveau, de trouver la bonne interaction avec l'humain pour que les deux, que la machine profite vraiment à l'humain et vice versa. Jamais, oui.
Je suis entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit. En fait, le monde de la supply aujourd'hui, c'est un monde qui doit complètement changer de paradigme. Donc, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus de contraintes réglementaires, il y a de plus en plus de contraintes clients. Donc, globalement, les opérateurs dans la supply chain doivent faire mieux, plus vite, moins cher, avec plus de contraintes, etc. Donc, c'est assez compliqué. Et l'autre point clé, c'est que c'est un monde qui est très peu informatisé. On ne parle même pas de digitalisation dans le monde de la supply. Les budgets informatiques rapportés au chiffre d'affaires dans le monde de la supply sont les plus faibles dans tous les secteurs confondus. Donc aujourd'hui, ils doivent faire un saut un peu quantique en termes de technologie. Ils doivent passer d'un monde très manuel, sous Excel, avec beaucoup d'empirisme, beaucoup d'expertise, à un monde beaucoup plus agile, beaucoup plus flexible, basé sur des technologies du coup plus modernes. Mais la bonne chose, c'est qu'ils sont pragmatiques. Si ça marche, ils déploient, et si ça marche, ils industrialisent. Quelque part, ils n'ont pas peur des nouvelles technologies. Et donc, c'est ça qu'on apporte aujourd'hui à ces gens-là. Très bien. Je rappelle à ceux qui nous regardent que vous pouvez poser vos questions dès maintenant via le chat. Et bien entendu, ça fera l'objet de la réponse de nos intervenants en fin d'émission. Je disais en introduction, ces nouvelles technologies, ces nouvelles sociétés ont apporté incontestablement quelque chose, des modifications, des transformations à la supply chain. J'aimerais savoir ce que vous, en particulier, quelle est votre valeur ajoutée, qu'est-ce que vous avez apporté à la supply chain pour apporter un mieux. Linda? Alors oui, comme je disais en introduction, donc nous on est éditeur de logiciels. Et au niveau de la supply chain, on a vraiment deux corps de métier. Le premier, ça va être, on l'a dit tout à l'heure, Benjamin le disait, c'est encore un peu, on va dire, old-fashioned, la supply chain, avec beaucoup d'intervenants. On a les clients, les fournisseurs, les sous-traitants. Quand on parle de transport à l'international, les services douaniers. Et on est encore toujours surpris de voir le nombre de documents entrant dans l'organisation qui sont nécessaires à la transaction de la supply chain. Donc nous, on s'est focalisé pendant les 30 dernières années à automatiser l'arrivée de ces documents dans l'organisation, donc les classifier, saisir les données dans les systèmes métiers. Donc vraiment des tâches qui étaient de faible valeur ajoutée, beaucoup d'erreurs parce que c'était saisi manuel. Donc aujourd'hui, on automatise tout ça. Nous, on s'est traité plus de 200 langues. Donc c'est ce qui nous a permis, par exemple, d'accompagner DHL, Conagle vraiment à l'international et de retirer ces tâches des personnes sur les sites. Et donc, de pouvoir donner du temps. Il y a deux types de temps que je vois. C'est le temps des personnes pour faire autre chose. Et je disais, passer d'un mode de transactionnel à un mode de gestion d'exception et de gestion justement des problèmes qui arrivent tous les jours dans ce métier. Et également un temps de traitement. Parce qu'aujourd'hui, les temps de traitement de ces documents ont été accélérés. On avait un client qui est passé de 40 minutes à 4 minutes des services douaniers. Et donc, d'éviter les risques d'avoir de la marchandise bloquée en douane plusieurs jours. Donc, on apporte vraiment de l'efficacité avec des technologies simples de prise en main et donc de pouvoir accompagner aussi leurs équipes. Ça, c'est important, c'est quand on parle d'automatisation. C'est après d'accompagner les équipes pour le changement de leur rôle et de leur job. L'autre axe aussi qui est important pour nous, sur lequel on s'est penché récemment, c'est que lorsqu'on automatise ces tâches, on va déclencher un processus dans le système, donc quel que soit le niveau de la supply chain, c'est qu'est-ce qui se passe. Et beaucoup de clients, quand ils veulent mettre n'importe quelle technologie, la première question, c'est qu'est-ce que j'ai aujourd'hui et qu'est-ce que je vais avoir demain. D'accord ? Et donc, on met en place des solutions qui vont permettre d'utiliser les données des systèmes pour pouvoir donner une représentation exacte des processus et donc identifier où sont mes goulets d'étranglement, où sont les axes d'amélioration et quelle technologie je peux mettre en place pour améliorer, mais également quelle organisation je dois changer pour améliorer mon process. On a un exemple où un client, on avait mis cette solution en place. Alors récemment, il y a eu beaucoup de click and collect dans la supply chain. Et ils avaient identifié que certaines commandes n'étaient pas livrées et qu'ils n'arrivaient pas à atteindre leur SLA. Donc en mettant cette solution, on a su identifier et on a su alerter en amont les différents acteurs pour, on va dire, réduire le nombre de commandes qui n'étaient pas livrées en temps et en heure. Et donc ce qui est important, ce que je vois dans l'ensemble, c'est on s'est vraiment focalisé sur capturer la donnée entrante et ensuite être capable d'analyser cette donnée qui est dans vos systèmes pour donner de l'information. Et encore une fois, c'est d'aider les opérateurs dans la décision, de les aider en retirant des tâches à faible valeur ajoutée, mais c'est vraiment de donner plus de pouvoir, on va dire, entre guillemets, aux opérateurs.
D'accord. Vous avez cité des clients qui sont des grandes sociétés. Est-ce que c'est une techno qui est accessible aussi à des sociétés plus petites? Tout à fait, oui. On a des compagnies qui vont des petites aux grandes entreprises. Quand je parlais tout à l'heure de DHL et de Cones, ce sont des noms qui sont reconnus, donc c'est plus simple. Mais on a aussi des compagnies beaucoup plus petites qui utilisent nos solutions, puisque tout est proportionnel à l'utilisation. Ouais. C'est quoi la taille critique pour pouvoir avoir accès à cette technologie? Alors, même quand on est une ETI, on peut... Tout à fait, oui. Parce qu'aujourd'hui, on a aussi, on parle de technologie, on a tout ce qui va être le cloud, qui va permettre de réduire les coûts de mise en place et qui permet d'être accessible à des petites entreprises. Donc l'idée, une grande entreprise va peut-être mettre tout dans leur système, prendre en charge le coût d'implémentation. Et on a bien sûr développé des solutions cloud qui sont beaucoup plus accessibles aux petites entreprises. Donc l'idée étant bien d'éviter les tâches rébarbatives et d'affecter des collaborateurs sur des tâches à valeur ajoutée plus que de réduire les effectifs, quoi, en fait. Ah oui, tout à fait. L'objectif étant vraiment de se dire qu'est-ce qu'on ne peut pas faire aujourd'hui. Et j'ai un exemple aussi d'un client, Costen, qui est moins connu, mais qui disait, en mettant les solutions en place, ils ont économisé 2 heures par personne. Et la question, c'était que feriez-vous si demain, vos employés avaient 2 heures de plus par jour? Quel projet aujourd'hui vous ne faites pas parce que vous n'avez pas les ressources, mais que vous pourriez faire demain? Et ça, c'est aussi ça, c'est-à-dire on va retirer des choses et on pourra faire des choses qu'aujourd'hui on ne sait pas faire. Et ça, c'est important. Et le point que je voulais insister là-dessus, c'est lorsqu'on met nos technologies en place, il est aussi important que le client se pose qu'est-ce que je vais faire de mes employés, dans le sens où comment je vais les accompagner dans le changement. Oui, c'était un peu le sens de ma question. Oui, tout à fait. C'est très important, quelle que soit la technologie, je pense, c'est d'accompagner les utilisateurs dans le changement, parce que la supply chain va changer, les rôles vont changer, et parfois, on a rencontré des clients qui ont fait la même chose pendant 40 ans, et c'est dur de changer les idées, et ça, c'est aussi un point important dans la technologie. Merci. Cédric, alors, Cardinal, qu'est-ce que Cardinal apporte de nouveau, de mieux à la supply chain? Alors de nouveau et de mieux, plusieurs choses, enfin en tout cas on l'espère. C'est vrai que l'optimisation de tournée en soi, c'est pas quelque chose de nouveau et on était très frappés, nous, quand on a démarré Cardinal, de constater qu'il y avait une très forte sous-utilisation de ces techniques, voire pas d'utilisation du tout, malgré des tentatives répétées souvent des gros acteurs qu'on rencontrait d'avoir essayé d'implémenter ce genre d'approche. Et souvent, quand il y avait un logiciel d'optimisation de tournée, il servait plutôt à faire de la planification manuelle qu'à vraiment exploiter des algorithmes d'optimisation. Donc, on est parti de ce constat-là, on essaie de comprendre pourquoi. Et l'une des raisons principales, c'est que ces technos étaient sans doute pas assez matures. Et Benjamin a raison de mentionner la maturité des technos qui aujourd'hui arrivent au bon point. C'est-à-dire que avec la technique qui s'améliore et la meilleure compréhension qu'on a aussi du terrain, ça fait qu'on arrête de prendre les clients et leurs données pour ce qu'on espère qu'elles soient, et on les prend vraiment pour ce qu'elles sont. C'est-à-dire que c'est une donnée qui est souvent pas terrible, pas très complète, qui est très tributaire aussi des clients de nos clients, et donc ils récupèrent un écosystème qui est vieillissant, parfois en train de se moderniser, et si on attend le client parfait pour commencer à amener de la valeur, on travaille jamais. Et donc l'idée, c'est vraiment de travailler, de partir de ce point de départ qui est des clients qui ont une donnée qu'est-ce qu'elle est et avec laquelle il va falloir composer. Ce que font d'ailleurs les opérationnels au quotidien. Ils ont une grosse gestion de l'aléa. Une forte partie de l'aléa finalement provient de l'inexactitude de la donnée un peu polluée, de la donnée inexacte, etc. Et ils gèrent ces aléas au fil de l'eau parce qu'ils savent les choses dans la tête. Et donc, si on veut digitaliser un processus, à un moment donné, soit on attend que la donnée soit parfaite, soit on commence à travailler quand même. Et ça suppose, si on veut travailler avec une donnée imparfaite, des systèmes qui sont capables de réagir en live à ce qui se produit et qui sont capables aussi de s'intégrer dans des processus existants et qui vont pas arriver avec une approche normative trop forte. La plupart des outils d'optimisation de tournée aussi font l'hypothèse qu'à un moment donné, on est capable d'avoir la donnée pure et parfaite, de la donner à un algorithme qui, tel un oracle, vous apporte la vérité révélée sur le meilleur planning de tournée possible. Et ça marche pas en pratique, c'est jamais vrai. 10 minutes après, de toute façon, le contexte a changé, il y a des choses qui évoluent. Donc l'idée de Cardinal, c'est de se dire, on abandonne l'idée de faire une optimisation parfaite, ça n'a aucun sens. Se battre sur la performance des algorithmes, c'est un débat qui vraiment est un débat de technicien, mais qui n'a aucun intérêt pour l'opérationnel. Et donc on va se dire, plutôt que de simplement se battre sur les quelques pouillèmes de pourcents qu'on peut faire de mieux que le concurrent, on va plutôt essayer d'apporter l'optimisation au bon moment et au bon endroit. Et donc on démarre, nous, l'optimisation à partir du moment où il y a le premier ordre, le premier colis, la première opération à planifier, qui rentre jusqu'au moment où la dernière opération a été réalisée. Et pendant ce temps-là, chez Cardinal, on va être en train d'optimiser en continu. Et c'est vraiment le concept clé, alors qui pose des contraintes techniques extrêmement fortes de notre côté, mais à la limite, ça c'est notre problème. L'idée, c'est de plutôt être capable d'être présent vraiment à chaque étape
du processus du client, quel qu'il soit. Et donc on se plug là-dessus, ils nous alimentent avec leurs données, ils les corrigent au fil de l'eau parce qu'ils ont énormément de problématiques comme ça, et nous on réagit, l'optimisation passe son temps à suggérer. Et ça c'est le deuxième point important, c'est-à-dire qu'on ne considère pas que la réponse de nos algorithmes est la réponse, et qu'à la limite s'ils ne la font pas, c'est qu'ils n'ont rien compris ou quoi, c'est plutôt que s'ils ne la font pas, il y a sans doute de bonnes raisons pour lesquelles ils veulent modifier les choses, et des bonnes raisons il y en a plein, et il n'y a que ça en fait, souvent, dans la tête des opérationnels. Notre super tournée là, qui a l'air super optimisée, on va pas la faire comme ça parce qu'effectivement ce chauffeur par exemple a eu des mots avec tel client et qu'on veut peut-être calmer le jeu, etc. Ça c'est des choses qu'on trouvera dans aucune base de données et pour autant ça rend cette tournée infaisable. C'est hyper critique de ne pas envoyer ça vous permet de rafraîchir la base de données, c'est-à-dire que toutes ces informations-là sont rentrées ensuite dans la base de données ou alors pas telle quelle, c'est-à-dire qu'on ne va pas demander à l'opérateur de nous dire il y a eu un conflit, mais plutôt de nous dire non, ce truc-là, votre tournée globalement me va bien, mais ce truc-là, ce point-là visité par ce chauffeur, je veux pas. Et donc j'interdis juste ça, et le système par rapport à ça est capable de réagir et de proposer d'autres tournées, donc il va le faire par un autre, ça peut-être des modifications de proche un proche un peu globales, et on gère avec ça aussi l'avancement du processus, parce qu'évidemment, quand on démarre la planification en amont, à un moment donné, il faut bien charger les camions, il faut partir. Et donc, ce qui est chargé dans les camions, on ne peut plus y toucher, etc. Et donc, le système est capable aussi de gérer la rigidification avec le temps des décisions qui sont prises sur le terrain. Et donc, quand on arrive vraiment à fortement connecter le système avec le terrain, on a vraiment quelque chose qui... on ne peut pas vraiment parler de jumeau numérique, mais qui en tout cas vraiment va être la vision déportée, optimisée en continu d'un planning avec lequel finalement l'opérateur va interagir. Et j'en viens à mon point qui est de dire que le changement principal qu'on apporte pour les opérationnels, c'est que, et qui est à notre sens, la condition sine qua non pour qu'on arrive à transformer la supply chain de manière durable, c'est de les faire passer d'un rôle d'opérationnel où effectivement c'est très empirique, c'est très manuel souvent, et donc il y a beaucoup de temps passé à faire des choses à très faible valeur ajoutée, de les faire transitionner progressivement d'un statut d'opérationnel à un statut d'analyste opérationnel. De rajouter cette dimension analytique dans leur travail par effectivement l'apport de données, d'informations comme disait Linda, et aussi de recommandations sur lesquelles ils sont capables de travailler et avec lesquelles ils peuvent interagir. La compréhension de ce qui se passe en fait, et puis l'interprétation en termes opérationnels. Exactement. Et donc, on fait énormément de choses comme ça chez Cardinal, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ils vont, par exemple, ne pas vouloir que telle chose soit faite telle que l'algorithme le recommande, non seulement on va être capable de leur faire une recommandation, de leur donner l'impact aussi de ce choix qu'ils vont faire. Parfois, ils font des choses parce qu'ils n'ont pas forcément compris la totalité de ce que l'algorithme a pris en compte. Et effectivement, en testant des hypothèses, on est capable de leur dire « Ok, effectivement, ça marche, mais 10 points plus loin, on est en retard à tel endroit et c'est pour ça qu'on a fait ça comme ça. » Et donc, de proche en proche, il y a un dialogue qui s'instaure, qui n'est pas sur le plan des mathématiques ou de la technique, parce que c'est un dialogue qui n'a pas d'intérêt pour l'opérationnel, mais qui se situe vraiment sur le plan de son métier, des impératifs que lui a, des petits arbitrages aussi stratégiques, parfois commerciaux, qu'un opérationnel peut gérer de son côté et qu'un algorithme ne sera jamais capable de considérer. Et donc, vraiment, il amène son input, et l'essentiel, c'est de permettre à la machine d'y réagir et de suggérer des recommandations pertinentes en fonction de ce qui nous amène. Merci. Benjamin, donc même question. Qu'est-ce que DC Brain a apporté depuis 4 ans, 5 ans que vous existez ? Alors, juste avant de rentrer dans DC Brain, je vais rebondir sur ce que vient de dire Cédric, parce que je trouve ça très vrai. Et en fait, il y a aujourd'hui un écosystème et des prérequis qui existent qui permettent de déployer ces technologies. Et en fait, il y a des convictions qui émergent. La première, c'est que la donnée n'est jamais parfaite, elle ne sera jamais parfaite. Et ça, les acteurs, que ce soit des prestataires ou des clients, ont mis du temps à le comprendre. Et donc aujourd'hui, effectivement, on développe des processus qui permettent de contourner ce problème-là. La deuxième, c'est que l'IA, la big data, etc., c'est pas magique. C'est pas je déploie un algo et bim, tous les problèmes sont résolus. Il y a un peu de temps, c'est pas si simple que ça, entre guillemets. C'est pas une solution parfaite et magique. Ça, c'est le deuxième point. Et puis le troisième point qui est très vrai, c'est que ces technos, elles doivent être utilisées directement par les opérationnels terrain. Ils doivent s'en emparer, on doit les intégrer, les utilisateurs, dès le début dans le déploiement de ces solutions. Donc, je voulais juste rebondir sur ce que venait de dire Cédric. C'est une très bonne synthèse, et puis avec cette notion de temps réel aussi, je pense que ça induit forcément, puisque on travaille plus sur de la planification, mais vraiment sur de la réaction à chaud, en temps réel, en fonction de tous les aléas et de toutes les modifications qu'on peut rencontrer. Et c'est ça qu'on apporte chez DC Brain. Au final, le monde de la supply, si je résume, c'est un monde très volatile, peu prévisible. Savoir qu'il va y avoir une canicule dans une semaine, c'est compliqué à savoir, et donc ça va avoir un impact sur tous
les produits climato-sensibles, avec énormément de contraintes réglementaires, contractuelles, il faut délivrer pour les clients, et globalement, dans un monde très volatile, avec énormément de contraintes contractuelles, la solution, c'est de dimensionner sur le pic, c'est-à-dire que je vais positionner, définir une infrastructure qui répond à tous les cas de figure. Sauf qu'évidemment, ça coûte très cher et que c'est compliqué. Et du coup, on essaie d'optimiser, bon an, mal an, etc. Donc l'optimisation dans la supply chain, ça n'existe pas depuis 5 ans, ça existe depuis tout un tas d'années, évidemment. Ce qu'on permet de faire chez DCOne, comme tout un tas d'entreprises, c'est d'aller vraiment dans ce côté optimisation dynamique d'une infrastructure par rapport à des aléas, par rapport à des contraintes. Typiquement, aujourd'hui, on travaille avec des transporteurs pour faire de l'optimisation middle mile. Aujourd'hui, les plans de transport, donc tout ce qui est middle mile, globalement, c'était optimisé sur une maille annuelle. Donc, on va les dimensionner l'ensemble des lignes, on va les dimensionner l'ensemble des agences par rapport à des flux prévisibles sur la prochaine année. Nous, ce qu'on va permettre de faire, c'est vraiment d'aller adapter toute cette infrastructure transport par rapport à des flux beaucoup plus précis, des prédictions beaucoup plus précises. In fine, le gain, c'est évidemment un impact environnemental, moins de camions sur la route, un impact coût. Ce qui est bien important à comprendre, c'est qu'aujourd'hui, le chiffre clé, c'est le taux de remplissage des camions en Europe, c'est 65%. Donc un tiers des camions qui sont globalement vides. Donc il y a du retour à vide, il y a des camions qui ne sont pas parfaitement pleins. L'autre façon de le voir, c'est qu'on pourrait transporter la même chose avec un tiers de camions en moins sur les routes. Et donc il y a des vrais enjeux, encore une fois, en termes de coûts et en termes d'environnement, sur comment est-ce qu'on va adapter cette infrastructure transport à des vrais volumes à transporter. On fait aussi la même chose en intralogistique, où on va aller optimiser l'infrastructure interne, donc le dispositif en particulier en termes de ressources humaines, par rapport à des flux, en termes de planification, préparation, des colis, des commandes, etc. Voilà. Ouais. C'est pas que de la techno, donc là on voit bien que si vous pouvez vous adapter à la fois au flux de transport qu'à l'intralogistique, derrière il y a quand même de l'humain pour bien comprendre le process et adapter la techno à la solution, enfin à la problématique plutôt. De toute façon, une techno en soi ne va pas résoudre un problème, c'est enrobé, et en fait on parle plus, nous on vend plus une techno, on vend un outil clé en main, packagé, qui permet de répondre à des problématiques métiers, avec de la valeur. Encore une fois, le monde de la supply est un peu techno-agnostique, c'est-à-dire que ce soit de l'IA, du deep learning, reinforcement learning, machine learning, ils s'en foutent un peu, des expressions. L'important c'est quelle valeur, quel ROI, quel impact pour mes clients, pour mes métiers, etc. Donc oui. Entre la vision que vous aviez de cette société au moment où vous l'avez créée, donc il y a 4-5 ans, et maintenant, est-ce que ça vous a conduit à changer un petit peu la vision que vous aviez de cet univers de la supply chain et adapter l'outil par rapport à des problématiques que vous n'aviez pas forcément anticipées au départ? C'est vrai qu'on vient du monde académique, donc on avait créé une technologie qu'on a voulu mettre sur le marché, puis après on s'est rendu compte qu'en fait, une technologie, ça suffit pas, il fallait un outil, il fallait une expertise, etc. Donc ça ne marchait pas très bien. Ce qui a été compliqué, un peu la vraie leçon, ça a été de se rendre compte de l'état quand même assez peu avancé en termes de gestion de données, de suivi de données, etc. Donc effectivement, on pense qu'on est dans un monde parfait en termes de données. En fait, pas du tout. Les choses sont pas du tout digitalisées. Il y a plein d'informations qui manquent. Typiquement, suivre le réaliser, savoir exactement ce qui a été transporté dans un camion individuel, c'est compliqué comme information aujourd'hui. Se rendre compte de ça, ça a amené plein de choses chez DCOne. Donc on a adapté les processus, on a adapté la façon de gérer la donnée ou de contourner son absence pour pouvoir, in fine, apporter des résultats robustes aux clients. Merci. Patrick Remord. Donc Patrick, on l'a dit tout à l'heure en introduction, JLL, c'est une société qui est plutôt connue à l'origine dans le domaine de l'immobilier. Après, il y a eu cette activité conseil en organisation. Et là, vous lancez quelque chose de tout à fait nouveau et je trouve assez révolutionnaire, qui est en fait un petit peu le mariage des deux, c'est-à-dire une technologie qui associe à la fois conseil en organisation et puis le conseil en immobilier. Oui, c'est ça. Vous pouvez nous en parler? Oui. La première innovation, effectivement, ça a été de mettre les gens ensemble. Avant de penser techno, on a pensé à faire travailler les gens ensemble parce que la base de cette réflexion, c'était de dire, et c'est toujours le cas, quand il y a une décision immobilière qui est prise en matière de supply chain, c'est jamais une décision immobilière. C'est d'abord une décision supply chain. Donc si on ne parle que l'immobilier, en fait, on ne parle pas la langue. On ne parle pas la langue des gens qui décident, qui pensent et qui imaginent les réseaux. On ne comprend pas, on se contente d'exécuter.
Donc la première innovation, ça a été de mêler ces deux mondes-là et de dire c'est ensemble on va donner de meilleurs conseils immobiliers aux acteurs de la supply chain en mélangeant ces deux mondes-là. Et là, on a cherché à aller plus loin, on a digitalisé le parcours. On a digitalisé totalement la réflexion. Et donc aujourd'hui, notre innovation, elle revient en 2 heures de temps, repenser son réseau. Et là, on utilise de la techno. On bouge des points, des éléments essentiels du réseau. On recalcule en live, en bougeant les entrepôts, en bougeant les différents maillons de la supply chain, les coûts, le niveau de service et l'empreinte carbone. Et ça va nous permettre de cibler une zone de recherche. Parce qu'on n'est pas là pour optimiser finement. On est là pour finalement, je dirais, envisager des scénarios différents, réfléchir, simuler en live et se dire, ce scénario-là, finalement, comment je le matérialise? Quelle est ma bonne zone de recherche? Où je veux consolider des activités. Aujourd'hui, on a beaucoup de projets immobiliers qui sont liés à des consolidations de sites. J'avais 5 entrepôts, je change de stratégie, j'en ai 2. J'avais 5 entrepôts qui étaient dédiés par type d'activité. Je fais 2 entrepôts régionaux. Ça me permet d'aider ma résilience. Je suis plus résilient, j'ai de la redondance dans mon réseau et je risque moins je mets moins à risque mon service client. Donc une fois qu'on a travaillé ce réseau, eh bien, on va prendre le point de recherche, on va donner un rayon et à partir de là, on va aller prendre l'immobilier existant dans la zone. Les bâtiments existants, les projets existants, sur des gros bâtiments de plus de 10 000 m², mais également dans la ville sur les ELU. Et là, on a un tout nouveau monde qui nous arrive avec les dark stores, les dark kitchens, les Dija, les Gorilla et autres acteurs. Et pour nous, c'est extraordinaire parce que le monde de la supply n'avait pas l'habitude de chercher 80 sites de 200 m² dans Paris. Et là, ça mélange ces deux combinatoires. C'est le réseau dynamique. Dès que je trouve un site, je dois recalculer mon réseau pour rechercher les prochains. Et donc, on combine ça dans la salle. C'est ce qu'on fait. Donc, des ELU, on a des ELI à disposition, des locaux d'activité pour l'industriel, des locaux logistiques et des terrains pour les gros projets de construction. Et là, on va maintenant rentrer dans l'aide à la décision et on va combiner des données macroéconomiques, des données de détail sur les sites, mais également de la visite virtuelle. Et l'idée, c'est dans ce studio, dans cette salle immersive, pouvoir visiter les sites, les comparer et comparer leurs caractéristiques. Et faire un choix finalement éclairé en disant j'avais tel gabarit que je recherchais, plutôt dans telle zone, je regarde mes problématiques d'embouteillage, mes problématiques de mise à disposition de moyens de transport. Si je suis dans une activité e-commerce, j'ai besoin de connaître mon parcelle carrier, et savoir où il est, où sont ses points d'induction. Donc je les ai mappés, je mesure les distances, je travaille avec le client sur la bonne localisation. Et à la fin, on va mélanger les caractéristiques des biens immobiliers qu'on a sélectionnés, qu'on a travaillés, avec les caractéristiques du projet. Et là, on revient dans le monde du conseil. Et finalement, qu'est-ce qui fait un bon projet? C'est un bon mariage entre une solution immobilière, un timing et des contraintes de projet. L'outil, on l'a appelé Decisio. Ça fait 5 ans qu'on le fait. On le faisait en Excel. Pour être très clair. Ça fait 5 ans qu'on le faisait en Excel. Aujourd'hui, on fait ça en digital, dans une salle, et le tout en 2 heures. Mais la data, elle est très importante aussi. Enfin, j'imagine que c'est quelque chose qui... Grave. Alors, la data, en fait, elle a plusieurs sources. Elle est publique, pour certaines. On est sur le trafic branché sur Google, il n'y a pas de secret. Elle est publique, on a acheté des données d'Oxford Economics pour pouvoir comparer plein de pays entre eux, parce que l'application est pan-européenne, elle n'est pas que franco-française. On a de la data propriétaire, tout ce qui est immobilier. Vous doutez bien que c'est notre les Anglais disent c'est le beurre de mon petit déjeuner. C'est vraiment c'est le cœur de notre métier. Ensuite, on est branché sur la NPE pour regarder les marchés de l'emploi. On est branché sur plein de données, plein de sources de données. Plein de sources de données. Quand je vous entends, ce qui me vient à l'esprit, c'est que tout bouge, et qu'aujourd'hui, les sociétés qui
réussissent sur ce terrain très mouvant de la supply chain sont des sociétés qui savent s'adapter le plus rapidement possible. On parlait d'agilité, c'est exactement ça, Linda. Et, par exemple, vous qui êtes justement dans le domaine des données appliquées au transport, entre autres, par exemple, le Brexit, ça a été sans doute quelque chose de considérable, enfin, un mouvement aussi. Oui, effectivement, il y a eu des questions qui se sont posées avec le Brexit, les douanes qui allaient se remettre en place, la documentation, comment on allait gérer. Et tout le monde a su se mettre rapidement à jour. Et effectivement, les technologies sont là quand on les maîtrise. Et c'est ça qui est important, c'est que nos clients doivent prendre la main sur les technologies qu'on leur apporte. L'idée, c'est vraiment de passer le savoir auprès de nos clients, qui prennent la main et qui arrivent à s'adapter aux changements environnementaux, conjoncturels. Le mieux possible et le plus rapidement possible. Tout à fait, oui. Et le plus simplement. C'est vraiment ce qui me frappe. Ce qui est curieux aussi, c'est que quand on parle de data, on voit à quel point c'est important. Et en même temps, vous dites, oui, mais attention, parce qu'elles ne sont pas toujours exactes. Enfin, c'est assez paradoxal, quoi. Si je peux rebondir juste sur la data, parce que j'ai quand même 20 ans de conseil derrière moi. Quand on faisait une étude de réseau, j'allais dire traditionnelle, et on en fait encore, on passe 50% de notre temps à bosser sur la data du client, qui est, je le confirme, toujours perfectible, on va dire ça comme ça, et on passe un temps mais incroyable à mettre le business du client en équation. Et c'est plus de la moitié du projet, et donc du temps, alors que finalement la valeur ajoutée, elle est après. C'est quand on va jouer avec les scénarios qu'on va apporter de la valeur ajoutée. Mais quand on décompose la valeur de la mission, c'est un bon 60% sur quelque chose qui finalement pourrait être press button, quoi. Tout à fait. Puis même, il y a la data d'un côté, c'est vrai, qui est perfectible, c'est le mot. Et cette data, en fait, on s'en sert pour aussi alimenter un modèle. On a souvent une approche très modélisante, on le fait chez Cardinal, je pense que c'est le cas chez vous tous, c'est-à-dire qu'on essaye de se dire, on modélise de façon, et c'est toujours idéalisé, c'est ça qui est important de bien voir, c'est que nos modèles de supply chain sont idéalisés, ils ne sont pas la réalité. Et on va exploiter des données qui sont déjà perfectibles pour les mettre dans un modèle qui modélise de manière imparfaite la réalité. Et donc c'est là tout l'intérêt de l'ALEA et de la capacité à réagir en live, c'est que la capacité à réagir en live n'est pas seulement pour gérer des aléas physiques métiers qui se produisent, mais pour aussi gérer les imperfections du modèle qui, de proche en proche, va essayer de se caler sur la réalité. Et effectivement, la maturité de la technologie, pour moi, c'est d'avoir compris ces deux choses-là. La donnée n'est pas parfaite, et les modèles que la techno apporte ne sont pas la vérité. Ils travaillent sur des supply chains idéalisées qu'il faut ensuite arriver à rendre exploitables pour un humain. Et si le gap est trop grand entre la façon qu'on a de penser la supply chain dans l'outil et ce que l'opérationnel perçoit tous les jours dans son activité, on lui livre quelque chose d'inutilisable. Et la frontière est facile à franchir entre ça marche et ça marche pas, ça se fait assez vite dès qu'on commence à proposer des choses qui sont trop hors sol par rapport à ce qu'il perçoit au quotidien. Et donc il y a un vrai travail là-dessus, et l'une des façons il y a deux choix, soit on met d'énormes moyens dans la techno pour aller modéliser l'ensemble de tout ce qui est possible, etc. Soit juste on exploite l'info qui est déjà présente sur le terrain, qui est dans la tête de l'utilisateur. Et donc il y a un vrai enjeu à travailler ça très bien. Oui. Linda tout à l'heure disait on n'est pas simplement une boîte techno, quoi. Il faut vraiment une approche métier, quoi. C'est vraiment très important. Oui, c'est important. Il faut vraiment travailler avec les métiers, comprendre quels sont leurs challenges, comment la technologie peut répondre à ces challenges. Donc il y a une partie de communication. Et si je rebondis encore sur le concept de la data, et je pense qu'on voit les mêmes choses, c'est-à-dire nous on voit que les datas ne sont pas toujours propres, que parfois les clients veulent s'arrêter de faire des projets avant de tout nettoyer à la main, mais ils n'ont pas le temps de le faire parce que ça n'a pas de valeur ajoutée. Et il y a deux choses, il y a eu une époque, il y a quelques années, où c'était le big data, les data lakes, et il y a eu une obsession d'accumuler la data, sans vraiment toujours savoir ce qu'on allait en faire, la data. Et donc, on a accumulé la data, c'était dans des belles bases de données, et après, on passe des semaines et des mois à voir qu'est-ce qu'on a et qu'est-ce qu'on peut en faire. Et je pense qu'il faut prendre les choses, entre guillemets, à l'envers, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a aujourd'hui. Nous, on a mis des solutions en place chez des clients, donc je parlais tout à l'heure des traitements des documents, et en fait, en mettant en place l'automatisation et en faisant des rapprochements avec ce qu'on capturait sur les documents, est-ce qu'il y a un système métier, on a identifié des erreurs. Ce qui s'est passé, c'est qu'on a enlevé le travail de transactionnel des opérateurs, on est passé sur une gestion des exceptions,
Et donc, ils ont pu, au fur et à mesure, nettoyer cette base de données, la mettre à jour. Et je pense que c'est important que les gens se focalisent non pas sur l'accumulation de la data ou la propreté, mais vraiment de l'exploitation de cette donnée dans le travail des jours, chaque jour. Cédric, par exemple, si on prend un cas précis, vous avez annoncé hier un accord avec un parc logistique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que vous faites et pourquoi vous avez justement établi ce partenariat avec ce parc logistique? Alors oui, le partenaire en question, c'est Yvalet, qui effectivement travaille dans l'immobilier, donc j'imagine que vous devez bien connaître. Très bien, Ouais, j'imagine. Et donc l'idée du partenariat, c'est qu'effectivement, eux, ils amènent cette compétence immobilière et ils aimeraient apporter plus à leurs clients. Et plus, c'est de l'intelligence sur la façon de dimensionner. C'est vrai que nous, on a au-delà de l'optimisation très opérationnelle, très live de tous les jours, on a aussi une capacité à amener de l'optimisation dans le temps un peu plus long. J'en parlais au début. On va être capable, à partir d'historique de commandes ou d'historique de flux, là aussi de dimensionner des secteurs de livraison, etc., qui peuvent ensuite être utilisés par la personne qui va opérer ces livraisons dans l'entrepôt pour bien dimensionner et organiser le dépôt. Donc le sens du partenariat, il est là. C'est que Yvalet va être capable de proposer les services de la technologie Cardinal pour vraiment réaliser ces optimisations et pour quelqu'un qui s'installe en fait et qui cherche à savoir un peu comment faire, il va pouvoir avoir à l'avance une visibilité sur les moyens qu'il va falloir engager dans le dépôt, quoi. Ouais, c'est étonnant ce mariage entre l'immobilier, là encore, et puis la techno. C'est un accord que vous avez l'intention de faire avec d'autres parcs logistiques, par exemple? Sans doute, oui, parce que ça a du sens en fait. L'idée, c'est que enfin, la démarche est originale en tel cas. Ouais, bon, je pense que ça te connaît pas, mais c'est souvent le cas avec les bonnes idées. Donc, mais c'est oui, parce que effectivement, il y a déjà le marché de l'immobilier aujourd'hui, il est en pleine explosion, et donc ça a du sens, et les questions vont se poser de plus en plus pour les opérateurs de savoir comment bien organiser localement. Et puis il y a aussi toute cette mutation où on migre parfois des très gros entrepôts de très très lointaines banlieues à des micro-entrepôts en centre urbain pour là aussi être capable d'opérer une livraison last mile qui devient de plus en plus contrainte par la régulation et aussi des engagements clients qui grimpent en flèche, quoi. Et donc là-dessus, il y a aussi besoin d'accompagnement, et donc à notre modeste niveau, en tout cas sur la partie juste techno-optimisation, on essaie d'apporter des bribes de réponse pour aider les acteurs. Benjamin, vous avez dit tout à l'heure que vous étiez parti du monde académique. Comment on fait justement quand on part du monde académique pour ne pas être hors sol et pour ne pas être déconnecté justement du terrain? Comment on s'adapte à ces... Je pense que c'est globalement une question de méthodologie, et puis de se rendre bien compte qu'entre le monde académique et la vraie vie, il y a un petit écart. On n'est pas dans le monde idéal. Les données sont pas forcément de très bon niveau. Il n'y a pas forcément tous les prérequis pour travailler. Donc, moi, je pense qu'il y a un aspect techno, c'est-à-dire premier aspect, c'est technologique, c'est-à-dire typiquement sur le manque de qualité de données, comment réussir à filtrer la donnée en temps réel. Donc nous, on a beaucoup travaillé sur ce sujet-là avec DCBrain pour, au final, pouvoir prendre une décision en temps réel. Est-ce que j'utilise cette donnée ou pas pour des questions de robustesse. Donc on va dégrader la performance d'un modèle, mais pour qu'il soit plus robuste, donc en sortant des données qui ne seraient pas de bonne qualité. Et puis il y a un aspect qui est important, qui est l'aspect méthodologique, c'est-à-dire que nous, tous nos projets, on les mène sur site avec nos clients, on travaille avec les utilisateurs, parce que sinon ça ne marche pas. Je veux dire, dans le monde de la supply, je crois que Patrick, c'est ça que vous disiez tout à l'heure, je veux dire, tout le monde, ils sont sous l'eau, à peu près tout le monde, tout le temps. Il y a des aléas tout le temps à gérer, donc toutes les journées, ils sont en mode réactif, donc c'est compliqué après d'aller faire de la prospection technologique, d'aller avancer, etc. Donc nous, on passe du temps avec nos clients pour avancer, et on le fait sur le terrain avec nos clients, avec les utilisateurs, parce que sinon ça ne marche pas du tout, quoi. Vous êtes une trentaine de personnes actuellement. Tout à fait. Comment vous voyez votre développement? Parce que les startups en ce moment font beaucoup de levées de fonds. On a assisté ces 2-3 dernières années à des levées de fonds assez spectaculaires. Est-ce que c'est encore quelque chose que vous souhaitez faire pour vous donner encore plus de moyens pour vous développer? Alors le modèle de l'ultra levée, c'est pas notre modèle chez DCBrain. Nous, on a levé un petit peu d'argent en 2018 et le but, c'était de consolider nos positions de marché et revenir à la rentabilité en 3 ans, ce qu'on a réussi à faire, et, avec des clients, avec des partenaires au final qui sont assez forts et qui nous accompagnent. Et puis là, on est en train de relever aussi un montant assez faible, donc environ 5 millions d'euros, pour partir à l'international, pour implémenter des équipes qui permettront justement de travailler avec les clients à l'international.
et puis revenir à la rentabilité. On n'est pas dans un modèle de, entre guillemets, fuite en avant, on lève pour combler les pertes d'hier. Nous, ce qu'on veut, c'est travailler avec nos clients, qui soient satisfaits, qui gagnent de l'argent avec nous, et puis après, on va progresser avec eux. Oui, même question à Cardinal. Oui, c'est un peu la même chose. Effectivement, on a levé un tour en série, en seed il y a maintenant 2 ans. Et là, effectivement, l'ambition, de toute manière, plutôt que la fuite en avant perpétuelle, on essaie vraiment, nous, de consolider la techno, de la prouver, de s'assurer qu'effectivement, les clients aient la valeur et ils l'ont. Donc, c'est vraiment ça qu'on essaye de faire. Après, évidemment, on va se poser la question de l'expansion. Et là, effectivement, on ira aussi rechercher un tour pour pouvoir financer au moins cette expansion-là. Mais l'idée, le préalable, à mon avis, indispensable, c'est effectivement d'avoir la techno qui fonctionne et d'apporter la valeur qu'on a promis, tout simplement, quoi. Merci. Je me tourne vers la régie pour voir si nous avons des questions. Hervé, en avons-nous? Alors, bonjour à tous. Alors, une question plus particulièrement pour Cardinal et DC Brain. Quelle maintenance ou quel support SAV nécessite ce type de solution? Très rapidement, il y a un support informatique entre guillemets, comme d'habitude, comme n'importe quel éditeur de logiciel. Et en revanche, ce qui change, c'est qu'il y a un support de modèle, c'est-à-dire qu'on va piloter, suivre la performance des modèles au fil de l'eau, et on va aller identifier des modèles dont la performance se dégrade, et puis après, on va aller corriger ces modèles. Et avec une interaction évidemment humaine, la décision elle est prise par l'utilisateur. Oui. On a un modèle assez similaire, c'est-à-dire qu'au-delà du support informatique classique, on va aussi apporter une grosse expertise modélisation et on s'assure que chez nous, on a, sans prétendre avoir l'expertise métier de nos clients, en tout cas une très bonne compréhension qui doit, dans l'idéal, être au moins aussi bonne que celle de nos clients sur la problématique pour, quand ils nous soumettent des problèmes, être capable de leur suggérer les bonnes solutions techniques de notre côté pour ne pas les laisser seuls face à l'outil. Parce que la clé, effectivement, non seulement ça change tous les jours, mais ça change aussi dans le temps très long. Et donc, ils ont des nouveaux enjeux qui pointent et il faut qu'on soit sans cesse à l'écoute pour y réagir. Donc, on a un fort accompagnement aussi métier et méthodologique autour des solutions. Qu'est-ce que ces nouvelles technologies, Patrick, justement, changent en termes de recrutement, de compétences métiers? Est-ce que ça implique pour les entreprises d'embaucher des gens qui ont des compétences particulières, notamment dans le domaine du traitement de la data ou de l'intelligence artificielle? C'est des profils complètement différents, des métiers différents, avec des équipes qui sont dédiées. Chez JLL, on a développé l'outil en interne. Donc on a une équipe de développement qui est basée à Malaga pour le côté exotique. Et donc on a des gens qui développent les solutions, on a des gens qui traitent la data, dont c'est le métier, et puis on a des gens qui gèrent surtout la qualité de la data. Parce que je rejoins vraiment ce que vous disiez tout à l'heure, Linda, la gabegie de la data, on en est revenu. Le tout, c'est d'essayer de travailler vraiment de la cohérence et essayer de la travailler en amont. Une fois de plus, on connaît tous l'expression shit in, shit out, si je peux me permettre. On peut avoir le plus bel algorithme du monde, si on plug de la data qui n'est pas terrible, le résultat ne sera pas bon. Donc oui, l'émergence de nouveaux métiers, absolument. Oui. Linda, est-ce que vos clients, est-ce que le fait de faire appel à vos services implique pour vos clients l'embauche de collaborateurs ou de profils différents, ou est-ce qu'on peut assez facilement, avec les équipes existantes, s'adapter à vos méthodes, à votre technologie? Alors oui, nous, on a fait un très gros travail sur ce qu'on va appeler le développement de solutions low-code, no-code au maximum. Essayer en fait de rendre ces technologies accessibles à des non-techniciens au maximum. Je ne dis pas que c'est aujourd'hui quelque chose qui est à 100%, parce que rien n'est à 100%, on le disait tout à l'heure. Mais l'idée, c'est de réduire le gap. L'idée pour moi, c'est vraiment de réduire le gap entre l'équipe IT et l'équipe métier. Historiquement, il y avait un peu une cloison entre les deux. Et pour moi, c'est un effort qui doit être fait des deux côtés. C'est-à-dire que les IT doivent mieux comprendre les métiers, mais les métiers doivent aussi un peu plus comprendre les IT. Et donc, il y a des recrutements, certes, au niveau, je pense, de data scientists, des data analysts qui vont peut-être un petit peu être au milieu et justement aider cette communication et créer un pont entre les deux milieux. Mais je pense que l'IT aussi doit faire un effort pour mieux comprendre les métiers et inversement. Et l'idée, c'est aussi... Pour moi, ça doit rentrer dans la stratégie des compagnies de se dire comment on fait pour créer une culture qu'on appelle data-driven en anglais. Ouais. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on a des challenges et qu'on parlait tout à l'heure de prise de décision,
la prise de décision doit être faite sur des données, pas juste sur l'expérience du utilisateur, parce que j'ai l'habitude de travailler avec ce fournisseur, donc je vais faire comme ça, ou mon expérience ou mon ressenti. Et ce qu'on voit quand les compagnies font ça, il y a deux choses. Un, on a des réactions qui sont plus rapides au niveau des prises de décision, mais aussi vous avez, entre guillemets, une communication qui est plus fluide dans l'organisation. Et un consentement ou entre guillemets des décisions en groupe qui sont prises plus rapidement parce que finalement tout le monde est au même niveau, on n'a plus des workshops qui prennent des heures avec des post-it sur les murs pour ne serait-ce que se mettre d'accord sur ce qui se passe en fait. Et ça c'est quelque chose qu'on a beaucoup vécu et l'idée c'est vraiment d'arrêter d'avoir ces conversations. Qu'est-ce qui se passe ? On sait ce qui se passe, on a donné, on voit. Maintenant qu'est-ce qu'on prend comme décision ? C'est hyper important ça je pense. Ce qu'Abby amène je pense c'est cette capacité, et j'en parlais tout à l'heure, de basculer d'un mode où l'opérationnel résonne de manière empirique à un mode analytique vraiment, et c'est pas rien en fait comme switch. Souvent on a des gens qui ont énormément de métiers, énormément de connaissances et qui doivent basculer dans un monde où finalement il faut regarder la donnée pour peut-être challenger ce qu'on pensait, ce qu'on prenait pour acquis, et donc c'est des changements qui sont pas simples à opérer. Et là la conduite du changement, Linda en parlait, c'est quelque chose d'assez important. Ouais. Comment vous voyez le futur ? Est-ce que, on parle beaucoup d'intelligence artificielle depuis quelque temps, c'est vrai qu'on a du mal un petit peu à voir comment tout ça est en train de se mettre en place. Il y a eu beaucoup de POC, on s'interroge, on essaye de voir ce qui marche pas. Comment est-ce que vous pensez que l'intelligence artificielle est vraiment quelque chose qui va, qui va se développer rapidement, qui va s'imposer sur le marché de la supply chain. Éventuellement, quels sont les autres technos que vous voyez apparaître ? Globalement, en fait, je pense qu'on est en train de vraiment changer de paradigme. Je rappelle que le monde de la supply, les opérateurs, transport et intralogistique, c'est souvent des entreprises qui se sont créées et ont grandi par consolidation, par achat d'entreprises et par investissement. Et je pense que ce mouvement il va s'accélérer et les champions de demain, ça sera les groupes qui ont réussi à investir, à intégrer ces technologies parce que, et je rappelle aussi, c'est un monde un peu de centimiers, les marges opérationnelles ne sont pas très élevées et donc à partir du moment où une entreprise a réussi à intégrer une techno qui permet, ou un outil, ou des façons de faire qui permettent d'augmenter ses marges, ne serait-ce que de quelques pouillèmes, ils vont réussir à avoir un vrai avantage concurrentiel sur le marché et vont pouvoir continuer à se développer et du coup racheter d'autres entreprises. Donc je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment à un tournant. Il y a des entreprises de la supply chain qui vont intégrer ces technos, IA, Big Data, Machine Learning et autres, IoT. Enfin, il y a tout ce champ de la technologie qui permet la digitalisation, l'informatisation, l'automatisation et au final l'amélioration des marges et qui vont être, encore une fois, qui vont gagner la compétition, la concurrence, en intégrant ces technos. Quoi. Ouais. Et il y en a d'autres qui vont disparaître certainement. Et il y en a d'autres qui vont disparaître, très clairement. Ouais. Je dirais juste en complément que les enablers technologiques qui sont là, oui, ça va être des facteurs de différenciation, mais il y a quelque chose qui nous drive tous aujourd'hui et qui sous-tend tous les projets aujourd'hui, c'est l'impact environnemental. Et en fait, ça va amener probablement à autre chose qui est la collaboration entre les entreprises. Oui. Dans le monde de la supply chain, c'est assez particulier. Par essence, on est des gens qui collaborent avec des gens en amont, des gens en aval. Par contre, la collaboration entre confrères, c'est beaucoup plus compliqué, ça existe, mais c'est plus compliqué. On parlait tout à l'heure de l'optimisation des camions. Les modèles, on les connaît. Ils sont prônés depuis longtemps, l'Internet physique, l'hyper-mutualisation. Aujourd'hui, on a tous les enablers technologiques pour y arriver. On a l'impulse qui va changer les choses, qui est l'impact environnemental. Et là, je pense que ça aussi, c'est notre futur. C'est assez d'accord avec ça. Je pense que l'apport des technos d'optimisation, il est bien sûr économiquement souhaitable, mais je pense que demain, il sera environnementalement impératif. C'est-à-dire que vraiment, autant un impératif qui ne sera pas seulement éthique, moral, mais qui va devenir renforcé par la régulation, qui fait qu'à la fin, si on avait, pour livrer chaque colis, pu parcourir 1 kilomètre de moins et qu'on ne l'a pas fait, ce sera une faute. Et donc il va vraiment y avoir quelque chose qui va pousser très fortement l'intégration de ces technos et de faire que ça soit quelque chose qui... Enfin, ne pas le faire sera une faute, quoi, tout simplement. Et donc il va falloir que effectivement les acteurs, en plus de l'agilité nécessaire qu'ils vont devoir acquérir pour faire face aux nouvelles contraintes du marché, parce qu'il y a ça aussi qui pousse très fort, je veux dire, opérer le transport
il y a 20 ans et l'opérer aujourd'hui, on n'a pas du tout le même niveau de contrainte client à satisfaire. Et autant la structure d'organisation où tout est très manuel, très opéré de manière empirique, elle fonctionnait, mais il y a quand même un plafond de verre derrière. C'est-à-dire que structurellement, cette forme d'organisation ne peut pas dégager une productivité suffisante pour passer au-delà d'une certaine marche. Et effectivement, là, on est en plein dedans, il y a une vraie difficulté. Des acteurs comme Amazon mettent la barre extrêmement haut et tout le monde est en droit d'attendre, en tout cas, se met à attendre le même niveau de productivité par ailleurs. Demain sur ce plateau. Il faudra qu'ils se rendent compte de l'impact que ça a eu, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, tout le monde est attendu là-dessus. Et en fait, l'organisation classique ne peut pas supporter ce genre de productivité. Une autre question, Hervé. Quel est votre retour d'expérience concernant la RPA dans le domaine de la supply chain ? Oui. Je veux bien prendre ce point. Donc, donc la RPA, ce qu'on appelle le Robotic Process Automation, c'est une technologie qui est arrivée il y a quelques années sur le marché avec des grands acteurs. Il y a eu la blockchain à un moment, la RPA est arrivée. La RPA a vraiment vocation à automatiser des tâches à faible valeur ajoutée, des tâches qui se passent sur le desktop de l'opérateur, des choses simples. Nous, personnellement, chez Abi, on travaille beaucoup avec les acteurs de RPA. Puisque, comme beaucoup de technologies, ils ont d'abord automatisé certaines tâches et puis très vite ils se sont rendus compte qu'il y avait du document qu'ils ne savaient pas faire, et donc on fait des partenariats avec eux pour justement aller automatiser davantage. Beaucoup sur ce qui va être du back-office, des gens de services partagés souvent dans les grandes organisations. Et donc l'expérience fait que la RPA seule en soi a fait son travail. Aujourd'hui, elle collabore avec des compagnies comme les nôtres pour aller plus loin. Et si je reviens sur le sujet d'aujourd'hui, les technologies, je pense que c'est important que les technologies parlent entre elles. C'est-à-dire que c'est pas la RPA toute seule ou c'est pas l'IoT toute seule qui va changer la supply chain. D'accord ? Et c'est la combinaison de ces différentes technologies et l'intégration de ces différentes technologies qui vont faire que on va pouvoir vraiment faire un gap entre ce qu'on a aujourd'hui et ce qu'on aura demain. Les partenariats, en fait, avec différents, on en parlait, la collaboration. Nous, on essaie beaucoup de faire des partenariats technologiques avec, entre autres, les acteurs du RPA, mais d'autres technologies, pour vraiment inclure quelque chose qui va être packagé au maximum pour le client et donc faciliter la mise en production à l'échelle par nos clients. Non, je n'inspire pas plus que ça. Pas d'autres questions pour le moment, Hervé ? Ok. Est-ce que, quand on parle de technologie, il n'y a pas quand même un préalable ? C'est déjà bien maîtriser les prérequis, les basiques en supply chain. Est-ce que finalement, on a vu tout à l'heure que la part de l'humain restait quand même fondamentale ? Est-ce qu'il n'y a pas une nécessité toujours à revenir finalement sur les fondamentaux ? Patrick, peut-être ? Je serais tenté de dire qu'on automatise ce qu'on maîtrise bien, ce qu'on connaît bien. Oui. Donc la compréhension fine de ce qu'on veut automatiser, elle est essentielle. Et à la fin, le métier ne change pas. Il s'est extrêmement complexifié, mais finalement, je vais me recentrer un peu sur l'exploitation de l'entrepôt. On fait un ensemble de tâches simples. Ce qui le rend complexe, c'est le temps qu'on a pour le faire. Mais c'est un enchaînement de tâches super simples. On dépote un camion, on charge, on stocke à un moment, puis on reprend le colis, on l'ouvre. Aujourd'hui, on l'ouvre, avant, on ne l'ouvrait pas. Manipuler des palettes et des colis. On l'ouvre, on le prend, on le remet dans un colis, on ferme un colis. C'est très simple tout ça. Mais l'automatisation de ce process-là, il est extrêmement complexe parce que les données changent sans arrêt et parce qu'on organise en commerce des pics incroyables. On prend souvent l'exemple de la journée des célibataires, où en une journée, c'est plusieurs dizaines de milliards de dollars. C'est 18 milliards de dollars en 24 heures. En Chine, Oui, en Chine, oui. Mais comment peut-on organiser une supply chain pour un pic pareil ? C'est juste impossible. Donc les fondamentaux du métier ne changent pas. Okay ? Par contre, la complexité d'analyse pour automatiser, pour avoir une automatisation résiliente, est complexe. Et ce qui est fabuleux, c'est qu'avant, on avait, au XXe siècle, des technologies qui finalement avaient des capacités finies, des bras qui bougent, qui se déplacent, etc. Aujourd'hui, avec les robots, avec l'intelligence artificielle, on a amené la flexibilité à moindre coût. Light automation. C'est extra. Moi, je ne fais plus les entrepôts aujourd'hui comme je les faisais hier. C'est qu'avec le même jeu de données,
je travaille différemment. Et on amène de la souplesse, de l'agilité, de la flexibilité. Donc, on a les mêmes fondamentaux métiers, mais on est vraiment aidé par la techno. Vraiment. Hervé, une question? Oui, comment rendre visible l'offre de vos technos pour les mettre en face des besoins clients? Comment les rendre visibles? En participant à cette table ronde. Exactement. Par exemple. Par exemple. Oui, j'imagine, ou en participant à des salons, C'est ça. Ou Entre autres. en organisant des webinars. Hervé, oui, encore une question? Oui. Quel est le temps pour un projet de développement d'un site logistique et quels sont les critères clés pour valider une implantation? Alors, ça, je pense que c'est peux une question prendre. pour Patrick. Ouais, je peux prendre. Ça va dépendre, pour les critères les plus importants, ça va vraiment dépendre du projet. Plus on est. Un critère qui revient de plus en plus, c'est la mise à disposition de la main-d'œuvre. Quand on fait des gros bébés pour le e-commerce, on sait qu'on va avoir plusieurs milliers de personnes en pic qui vont travailler. La question, c'est est-ce que je suis capable de les mobiliser? Est-ce que je suis capable de trouver déjà un socle de 900 personnes? Et ensuite, est-ce que je suis capable d'aller chercher des gens pendant les pics d'activité? Donc le bassin d'emploi est clé. Quand on fait un entrepôt un peu plus traditionnel et moins e-com, on va aller chercher du 300 personnes, 400 personnes. On se pose les mêmes questions. Niveau de qualification, disponibilité, flexibilité. Donc la main-d'œuvre, c'est vraiment quelque chose d'important. Ensuite, j'en parlais tout à l'heure, la capacité d'injecter les dans un réseau de transport. C'est important pour les cut-offs. Okay, les promesses de ces géants du e-commerce et de toutes ces startups dans ce domaine, c'est toujours plus vite. Et ce toujours plus vite, nous en entrepôt, de moins en moins de temps pour faire le job, comme je le disais tout à l'heure, et plus je suis proche de mon réseau de transport, et plus je retarde le cut-off, et mieux je me porte. Et enfin, heureusement, malheureusement, ça c'est une question de fond, finalement, ce n'est pas forcément le projet qui choisit le terrain, c'est plutôt le terrain qui choisit le projet, parce que des terrains, il y en a de moins en moins en France. Il y a une loi contre l'artificialisation, contre la non-artificialisation des sols, et on la comprend, parce qu'il est important de garder des terres agricoles, etc. Mais les consommateurs que nous sommes, avec l'évolution des modes de consommation, on veut toujours plus de logistique. Donc il y a un moment où il faut trouver des solutions. On sait que dans un monde omnicanal, on a besoin de 30% de plus de mètres carrés que dans un monde traditionnel. Ben, ces mètres carrés, il faut bien qu'on les fasse quelque part. Donc la disponibilité du foncier, c'est quand même quelque chose de clé dans un projet de création d'entrepôt. Les friches industrielles, on en parle de plus. Ah ouais, pour nous, c'est j'allais dire l'Eldorado. C'est là où on va pouvoir retravailler. Et chez JLL, c'est des choses qu'on imagine. Et donc, on est allé chercher des gens spécialisés dans la démolition, dans la dépollution, pour justement traiter la friche industrielle, aider le propriétaire de la friche à prendre une décision stratégique. Merci à tous les quatre, merci d'être venus sur ce plateau pour nous parler des nouvelles technos. Les maîtres mots, je ne sais pas si on peut dire que c'est agilité, rapidité, adaptabilité. Voilà. En tous les cas, moi j'ai bien noté une chose, c'est que la donnée n'est jamais parfaite et que l'intelligence artificielle, c'est pas magique. Merci beaucoup, merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt pour un nouveau plateau de Supply Chain Village.